avec notre invité Aimé Adi, directeur exécutif de Amnesty International Togo. Nous allons parler du Bénin et se poser cette question présidentielle des craintes pour le respect des droits politiques. Bonjour Aimé Adi. Bonjour monsieur, merci directeur, pour l'invitation. Comment vous allez? Bien. On parle du Bénin et des craintes pour le respect des droits politiques. Sur quels critères on se base pour véritablement poser cette question? On se base sur l'actualité, tous les événements, les faits qui sont allégués actuellement et les observations de terrain menées par plusieurs institutions, plusieurs organisations, mais aussi l'effet comparatif de ce qui s'est passé au Bénin avant cette nouvelle phase de rebondissement qu'on connaît à travers les autorités, les prises d'opposition, mais aussi l'action des forces de sécurité et de défense sur le territoire national béninois, mais aussi par rapport au pays lui-même jadis réputé un pays de liberté et de démocratie. Et donc, ceci nous amène toujours à penser que les droits humains sont toujours un terrain, pas un concept, mais toujours quelque chose à conquérir, mais aussi à maintenir. La démocratie, les libertés, c'est évidemment quelque chose de très important qu'il faut toujours continuer et travailler à ce que les acquis soient persévérés ou maintenus sur un territoire, notamment le Bénin. Selon vous, quelle est la différence aujourd'hui entre le Bénin qu'on a déjà connu et qui est un exemple de démocratie et le Bénin d'aujourd'hui? Il y a d'abord les libertés fondamentales. Vous savez que récemment ou très récemment, vous avez vu les refus intentés par les autorités vis-à-vis des partis d'opposition, mais aussi de la société civile qui ont tenté à maintes reprises de pouvoir exprimer leur dissidence ou leur discordance vis-à-vis des dispositions électorales. Et donc, pour nous, on n'avait pas connu cela du Bénin d'antan. Et nous n'avons pas toujours eu vent de tous ces problèmes-là qu'il peut y avoir, par exemple, l'accès aux institutions indépendantes chargées de garantir la transparence des élections. Ce sont là pour nous des faits qui relèvent de certains types de pays et qu'on ne pouvait pas noter au Bénin. Il y a aussi quelques aspects légaux sur lesquels le Bénin était tout à fait bien parti, notamment l'adhésion et le respect des dispositions de certaines institutions régionales et internationales. Par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et même d'autres enjeux au niveau international, notamment quand le Togo était membre du Conseil des droits de l'homme, et aussi les prises d'opposition du Bénin à l'Assemblée générale des Nations unies, allaient dans le bon sens et par rapport aux engagements du Bénin dans le domaine des droits de l'homme. Donc tous ces faits-là nous démontrent quand même qu'il y a inquiétude et révolte parfois à voir qu'un petit pays comme ça peut aussi opter pour des dispositions assez radicales. Vous avez tout à l'heure parlé des rapports des institutions internationaux. Le rapport Freedom House, par exemple, dit qu'il y a recul de démocratie au Bénin. Vous aussi, vous corroborez cela sans doute? Probablement oui, à travers les faits et les nouvelles décisions des autorités, mais aussi, comme je l'ai dit, quelques éléments qu'on a eu, par exemple, au cours de l'année 2019. L'arrestation de certains membres des partis d'opposition, la détention et le harcèlement de plusieurs journalistes, ce sont là des faits qui ne trompent pas. Et je pense que ce rapport vient à point nommé pour ajuster ou confirmer un peu ce que d'autres anciens rapports dénonçaient. C'est aussi l'occasion de dire encore une fois que les pays ont pris des engagements. Toutes ces critiques, ces classements, ces propos d'institutions internationales ou nationales dans le domaine des droits de l'homme ne sont pas des inventions. C'est-à-dire que si le Bénin n'était pas parti à un certain type d'engagement, on ne pourrait pas le juger vis-à-vis de ces critères-là ou à l'aune de ce type d'action menée à travers le passé. Et donc, c'est par rapport à cela qu'on peut estimer, comparer et trouver qu'il est nécessaire que les Béninois puissent mesurer l'importance des problèmes et des défis liés en matière de droits de l'homme au niveau de leur pays. Donc vous pensez que les engagements que le Bénin a eu à prendre, ces engagements aujourd'hui sont aux antipodes de ce qui se passe actuellement sur le terrain? Oui, je donne par exemple le problème de votre collègue Ignace Sassou, par exemple.
et tous les problèmes qu'il a eu pour diffusion de fausses informations, condamnation à payer 500 000, ce ne sont pas des faits. Alors qu'il dirigeait un site internet, Bénin Web TV, par exemple, vous prenez ces éléments. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres journalistes aussi qui ont subi le même sort. Et donc, vis-à-vis de ces faits-là, comment voulez-vous qu'on puisse dire autre chose que ce qui se passe actuellement? Donc, ce sont des signaux alarmants, ce sont des signaux rouges. Mais c'est aussi quand même une tendance, une option politique que les autorités du pays ont choisi. C'est-à-dire que de plus en plus, on va à travers le monde une certaine forme de fierté nationaliste qui voudrait que tout ce qui est international puisse être mis de côté. Ouais. Alors, acceptons par exemple les critiques vis-à-vis de la CPI ou d'autres institutions internationales. Mais comment alors on peut expliquer que le Bénin puisse dire nous quittons la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Le Bénin n'est pas seul, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Oui, mais comme exemple. Ce ne sont pas de bons exemples. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'il faut s'en inquiéter. On peut par exemple dire, oui, bon, puisqu'on avait fait un débat ici sur les institutions internationales, par exemple la CPI, où beaucoup d'Africains jugeaient parfois que c'était bien, mais pourquoi alors on peut m'expliquer, alors que c'est une commission, une cour africaine des droits de l'homme et des peuples, puisque nous pensons que nous avons des valeurs africaines, pourquoi ne pas au moins rester dans ce sillage-là? Et les conséquences sont graves. Il ne s'agit pas simplement d'appartenir à une cour ou de ratifier une charte. C'est que cela empêche les institutions et les citoyens béninois d'avoir accès aux juridictions ou à la possibilité de faire des recours devant cette cour. Alors que nous savons que souvent dans nos pays, nous nous plaignons énormément du dysfonctionnement de la justice. Alors, ce n'était que l'une des options qui se présentait aux citoyens béninois et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus. Tout est vide et donc ils ne vont tout simplement avoir accès seulement au niveau national de tout ce qui est contentieux lié aux droits de l'homme, ce qui est totalement inadmissible de nos jours en 2021. Sur le terrain, on peut comme du beurre accuser le pouvoir en place, mais le pouvoir aussi accuse certains opposants qui vont à l'encontre des règles démocratiques. Je pourrais m'associer à cette assertion si, au fait, les citoyens ou les opposants avaient un droit de regard sur les institutions des droits de l'homme. C'est les autorités du moment, les autorités en place qui répondent des engagements d'un pays dans le domaine des droits de l'homme. Aucun opposant ni un citoyen ne peut y répondre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les élit, et je dis toujours, on ne force personne à être candidat. D'ailleurs, il y en a plusieurs et on est obligé parfois de traficoter les élections pour se maintenir en place. Donc, si quelqu'un ne veut pas rendre compte et estime que c'est les autres d'à côté qui sont censés violer, qu'il cède sa place et que ces autres arrivent et qu'on puisse aussi les critiquer. Pour moi, c'est simple. Donc, ce sont les autorités actuellement qui ont le pouvoir et qui appliquent ces lois à travers tous les mécanismes mis en place. Et deuxièmement, c'est qu'on ne peut pas, au même moment qu'on restreint les libertés fondamentales, demander à d'autres de respecter un certain nombre de libertés ou des lois qui ont été prises uniquement pour le fait de pouvoir aller à des élections d'une manière unilatérale. Donc, dans ce domaine-là, on peut dire déjà qu'à la base, la loi est déjà unique. Comment voudriez-vous que les gens puissent la respecter? Alors, justement, parlant des élections à venir, le Bénin est déjà en campagne. On voit le président sortant, Patrice Talon, qui fait sa campagne à l'intérieur du pays. Au même moment, on ne voit pas trop les opposants. D'ailleurs, les vrais opposants ne vont pas participer aux élections. Bien, sans vraiment m'appesantir sur les détails liés aux élections au Bénin, de toute manière, le fait est là, vous-même vous le dites, qu'on voit très peu d'opposants. C'est déjà un signe que, voilà, il n'y a pas le fair play, on ne peut pas s'attendre à quelque chose. Peut-être qu'ils ne respectent aussi pas les règles pour pouvoir être candidat. J'ose le croire si toutes les institutions étaient indépendantes et arrivent à le prouver. Mais c'est une tendance, comme je l'ai dit, c'est une tendance en Afrique ou parfois même ailleurs. Même certains pays dits démocratiques nous ont démontré récemment, et comme je l'ai dit dans mon introduction, que les libertés, la démocratie, ce ne sont pas des acquis et qu'il faut toujours continuer par y travailler. Donc, de toute manière, on ne s'attend pas à une surprise, pas du tout. Ça serait vraiment le miracle de miracle, puisqu'on va vers Pâques. Peut-être qu'il y aura une résurrection des institutions ou de la vie politique béninoise pour qu'on voit un miracle suite à ces élections. Donc, il n'y a pas d'enjeu, à mon avis, actuellement, même si on tente de nous le faire croire. De toute manière, comme je l'ai dit,
nous regrettons le Bénin d'antan et donc on espère que probablement après ces élections-là, les autorités vont revenir à de meilleurs sentiments. De toute manière, c'est le peuple béninois qui jugera des actions des autorités actuelles. De toute manière, nous ne prenons pas position pour un candidat. Nous nous préoccupons tout simplement des questions de liberté fondamentale vis-à-vis de ces élections. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand les droits humains sont respectés, quand tout est équitable, les résultats aussi peuvent être incontestés et donc légitimer réellement les autorités qui sont censées diriger un pays. Sinon, après, on rentre dans des débats de dialogue, des débats d'ouverture, de concertation nationale. Tout ce Bataclan qui prend souvent du temps et de l'argent et qui n'aide pas du tout les pays africains à se développer. Parce que tout simplement, nous sommes en face souvent des régimes illégitimes qui ne sont pas du tout en accointance avec la volonté des peuples. Et donc, ils sont obligés toujours de faire des cohabitations. On arrache un opposant par ici, par là pour mettre au gouvernement. On le balaye après l'avoir utilisé. On amène un autre. Durant tout ce temps, les questions fondamentales de développement sont mises de côté, sont mises tout simplement dans le tiroir. Et là, c'est avant les élections. Vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'après les élections, les autorités vont revenir en de meilleurs sentiments. Vous l'espérez? C'est notre souhait. Et c'est totalement notre souhait. Je pense que les Béninois ont toujours à y gagner, d'appartenir, ne serait-ce que par exemple à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas parce qu'une Cour rend une décision qui n'est pas en faveur des autorités qu'il faut forcément quitter la Cour. Sinon, à quoi sert définitivement la justice si les gens soutiennent cela? À quoi ça sert? Ça voudrait dire que dès qu'on va devant un tribunal, c'est qu'on y va pour gagner. Tant qu'on ne gagne pas, c'est que le tribunal n'est pas équitable. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'acceptable au niveau international. Et je crois que c'est le minimum qu'on puisse demander aux autorités, c'est de revoir leur copie vis-à-vis des engagements en matière de droits humains, parce que le Bénin nous manque dans le concert des nations. C'est fondamental que des pays, surtout en Afrique de l'Ouest, où on voit vraiment une vraie tendance d'engagement dans le domaine du droit international, qu'on puisse être à ce niveau. Et cela aussi risque de servir de mauvais exemple vis-à-vis d'autres pays, comme vous l'avez cité. Et donc, ça ne peut pas servir. Moi, j'avais dit sur ce plateau que accepter qu'on critique les institutions internationales aussi facilement que cela ouvre des portes. Il ne faut pas simplement être là parce qu'il y a des décisions ou des actes posés, qu'on soit contre et qu'on se déchaîne sur ces institutions. C'est le minimum que les peuples ont. Vous savez, nos pays ont d'énormes difficultés en matière de justice. Et donc, quand on a quand même des éléments ou des pans comme ça, il ne faut pas aller et lutter pour pouvoir les abattre, parce qu'après cela, il n'y a plus rien. Et donc, il faut vivre dans la jungle. Et voici est venu où le temps où va se développer beaucoup de mécontentement, et vis-à-vis après, c'est le radicalisme qui continue. Et donc, on va continuer toujours à accuser l'Occident, alors que nous-mêmes, on nourrit l'effet de la contestation et de ce qui peut créer l'insécurité dans nos propres pays. Vous avez parlé justement de ces pays. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont de mauvais exemples, entre griffes, mais il y a le pays qui accueille également cette cour africaine qui n'est pas dedans. C'est inquiétant. Oui, ça peut être inquiétant, mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Une cour régionale relève de la décision des institutions au niveau de l'Afrique. Donc, fondamentalement, je crois qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont jugés avant d'installer une institution régionale. Donc, ça, cela relève de l'Union africaine et des autres pays qui financent ou soutiennent cette institution. Et ça ne plante pas de doute dans la tête de ces États? Ça peut mettre du doute, mais c'est à eux de travailler. Vous voyez, vous et moi, ici, on n'est que des citoyens. Ouais. Et donc, nous constatons, et donc c'est à nous de relever ces points-là et que nos dirigeants puissent faire le nécessaire. Si on ne peut pas faire quelque chose pour une justice africaine, il ne faut pas qu'on s'étonne que des juridictions à un niveau plus élevé, d'ailleurs, viennent parfois prendre position sur l'inefficacité ou le manque d'action de nos institutions au niveau régional. Et donc, c'est important que nous-mêmes, nous ne puissions pas contribuer à saper l'effort fait ou posé par des anciens dirigeants qui se sont vraiment battus à ce qu'on puisse avoir ce niveau de juridiction. Vous prenez par exemple une juridiction comme la Cour de justice de la CEDEAO. Ouais. Je pense qu'elle est top, hein, pratiquement. Ouais. Si vous devez mettre des étoiles, je pense que vous n'êtes pas très loin de la 5e étoile. Elle n'est pas aussi critiquée comme celle africaine. Même si parfois ces décisions ne sont pas totalement mises en œuvre, quand même c'est une référence. Vous voyez, même en Europe, on n'a pas quand même ce niveau où, par exemple, vous n'avez pas besoin d'épuiser
toutes les procédures au niveau national avant de la saisir. C'est rare, hein? Et parfois, on ne mesure pas les acquis que nous avons. Et il faut travailler à ce que ces acquis-là puissent être maintenus et surtout que ce type de juridiction ait le soutien politique nécessaire. Ça voudrait dire qu'il faut que les pays qui les ont mis en place, que certains dirigeants parmi tout le lot-là ne se disent pas qu'il faut à un moment donné arrêter de les soutenir, mais plus souvent lever le ton et donner ce soutien politique. Et puis après viendra le soutien matériel et le soutien logistique nécessaire pour que ces juridictions puissent bien fonctionner. Le président candidat est en campagne avec ses deux petits, entre griffes, opposants. Il y a des tensions au Bénin. Comment faire en ces temps de campagne pour pouvoir respecter ses droits? Je ne vais pas les qualifier de petits opposants, je ne suis pas béninois, je ne sais pas. Ils ont choisi courageusement d'affronter le président sortant. Bonne chance à eux, courage et tout. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est une prise de conscience générale au niveau du Bénin, qu'il y a eu des actes très forts qui ont été posés et qu'il est difficile de revenir parfois en arrière, mais qu'il n'est pas tard de pouvoir faire fonctionner la machine et de s'entendre pour pouvoir faire quelque chose de bien. Et donc, c'est d'abord aux autorités de savoir ce qu'elles veulent faire, de ce qu'elles veulent faire du Bénin actuel. Et en ce sens-là, créer les processus nécessaires pour que les citoyens béninois ou toute autre institution béninoise puissent réellement se sentir protégés et en même temps créer l'espace nécessaire pour une justice qui puisse permettre aux institutions d'être indépendantes et qui puissent avoir des élections. Je pense qu'on peut forcément contester ce que je dis parce que bon, nos États sont habitués à dire toujours on est dans un pays démocratique, tout est juste et tout, mais bon, les faits sont là. Voilà, il y a pas, on n'a pas à vraiment gloser ou discourir là-dessus. Tout est clair. Voilà. Monsieur a dit le Bénin contaminé finalement par certains pays de la sous-région. Contaminé, pourquoi pas? On peut utiliser le terme, mais je pensais que le Bénin pouvait nous offrir un autre spectacle, nous offrir un autre cadre, nous permettre d'espérer et de rêver toujours que l'Afrique va en avant. À ce stade, contaminé peut-être pas, je l'espère que c'est d'une manière souveraine que les autorités ont opté pour cela, mais c'est aussi d'une manière souveraine que je pense que le peuple béninois dira un jour nous avons besoin d'autre chose. Et je pense que le président, qu'il soit réélu ou pas, ceux qui vont diriger le Bénin comprendront la nécessité ou le besoin des Béninois d'aller de l'avant. Donc, de toute manière, pour nous, ce sont les droits humains. Nous constatons tout simplement un recul, une fragilité constante. Et donc, pour cela, il faut apporter les remèdes nécessaires. Ce qui est inquiétant, certains Béninois disent qu'ils n'ont pas de leçons de démocratie à recevoir de certains pays. Évidemment, tout pays le dit. Tout pays, même si vous allez dans le pays où il n'y a jamais eu d'élection, ils vous diront qu'ils n'ont pas de leçon de démocratie à recevoir. Donc c'est devenu une phrase, on est habitué à la voir partout. Et donc c'est pas surprenant d'entendre ce genre de... Comme je l'ai dit, la fierté, nationalisme. Et nous tous, parfois, on verse là-dedans sur les réseaux sociaux, comme vous lisez parfois des propos, sans s'en rendre compte que nous-mêmes, nous développons les tares qui lient même nos propres valeurs. Quand on dit l'Afrique a des valeurs, est-ce que ce sont les valeurs en Afrique? Est-ce qu'il faut revenir au temps des empires? Bon, ça c'est des questions. Quand parfois on passe longtemps, où sont les valeurs universelles de liberté par exemple? Il faut qu'on y réfléchisse au lieu de passer son temps toujours à évoquer tout cela. Oui, c'est bien, mais on veut sentir ces valeurs-là en marche. L'Afrique a des valeurs, on veut les voir. Est-ce que les valeurs de l'Afrique, c'est la force? Et pourquoi alors on se bat? Même parfois, les gens même qui vous disent on a des valeurs, mais qui continuent par appliquer l'iniquité, ont bénéficié des valeurs de justice pour arriver à ces places. Et donc, on se demande alors quel type de valeurs ces personnes-là prétendent défendre. Donc, c'est important qu'on se pose la question et qu'on puisse y travailler. Donc, pour moi, au lieu de passer tous ces temps de philosophie politique ou de droit, il vaut mieux travailler dans le concret pour qu'on y voit. Donc, j'aurais bien voulu voir beaucoup plus de candidats à ces élections. Et donc, j'aurais eu un autre type de langage. Donc, je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit par rapport à ces élections. Je ne suis même pas un politicien, même dans mon propre pays. Je n'ai pas de leçon à donner que ce soit. Moi, je vois des faits et c'est mon devoir par rapport à mon travail de les dénoncer. C'est pour le bien de l'Afrique.
Le Bénin est un pays proche de nous. S'il y a des problèmes, c'est que c'est nous aussi qui allons le subir. Je pense aussi que parfois aussi au Bénin, les gens aussi commentent l'actualité du Togo et parfois même par des rires même vis-à-vis de nos situations. Donc, le monde aujourd'hui est un petit village. Chacun de nous a voix au chapitre, c'est important. Il faut souligner que finalement, le Bénin n'est pas le seul pays. Est-ce que quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et partout en Afrique, ce n'est peut-être pas, monsieur Aimé a dit, le modèle de démocratie qui est copié, qui n'est pas bien copié? Je ne sais pas si on peut copier un modèle démocratique. Je ne sais pas. Beaucoup de gens le disent, qu'on copie les constitutions, on copie tout. Mais est-ce qu'un modèle démocratique peut se copier? Je ne sais pas. Moi, je sais tout simplement qu'il y a des valeurs fondamentales liées à la démocratie. Et que parfois, c'est difficile. Mais quand on choisit la démocratie, c'est qu'il faut choisir avec le tout. On ne peut pas prendre l'enveloppe et jeter, prendre le contenu et jeter l'enveloppe, comme on le dit, mais c'est que c'est prendre tout. C'est accepter qu'on est sur le chemin de la liberté, accepter qu'on soit critiqué, accepter que parfois on remette son mandat à l'eau et que parfois il y a le risque de pouvoir quitter le pouvoir. Donc tous ces éléments-là, j'ai l'impression qu'en Afrique, on veut juste prendre ce qui nous intéresse, hein, quelques valeurs libérales pour pouvoir avoir des financements au niveau international, mais l'essence même de la démocratie nous échappe. C'est pour cela que je me dis, quand parfois les gens disent l'Afrique a des valeurs, est-ce qu'il faut revenir aux empires? Je ne sais pas si c'est ce qu'on veut nous présenter. Alors pourquoi chaque jour sur les réseaux sociaux, les gens passent leur temps à critiquer les dictateurs? Il vaut mieux accepter cela et qu'on nous confonce avec tout ce qu'on a comme manque de liberté ou manque d'audace d'aller vers les questions de liberté fondamentales. La démocratie, elle est dure. Le choix de la liberté, elle est dure. Nous le voyons même, par exemple, dans le domaine de la pandémie. Les pays dits libres ont parfois du mal à contenir leur propre population. C'est le prix aussi parfois à payer. Mais parfois, avec la dictature, on pense avoir tout maintenu, mais rien n'est sûr que cela ira jusqu'au bout. Et jusqu'à quand? Le sujet prouve à suffisance que c'est une interrogation et donc il y a quelques doutes qui planent, des craintes pour le respect des droits politiques. On va étudier deux prises. Aimé a dit, disons que cela continue après l'élection du président Patrice Talon. C'est le premier prisme. C'est une hypothèse. Là, oui, c'est une hypothèse. Oui, c'est possible. Il ne faut pas l'écarter. Nous, on n'est que des citoyens, donc c'est un choix politique. Ça sera sa route. Et donc, probablement, que va s'organiser au Bénin vraiment des pouvoirs d'action pour essayer de contrebalancer. Je sais que les Béninois ont une culture démocratique par le passé vis-à-vis de ce qu'ils ont. Vous voyez, il y a eu plusieurs alternances au Bénin. C'est pas comme certains pays où parfois ça stagne, ça tangue et ça fonce. Donc, mais là, il y a eu quand même beaucoup, ils ont vécu beaucoup de choses, donc ils ne sont pas habitués. C'est comme au Sénégal. Quand parfois les gens disent les pays francophones, les pays colonisés par la France. Non, je dis non. On a quand même des pays où ça évolue. Vous avez même des pays aussi anglophones où c'est grave. Vous prenez le Zimbabwe, vous prenez l'Ouganda. Voilà, donc c'est des pays anglophones, mais c'est difficile. Donc on ne peut pas résumer comme cela et mettre le panier comme ça. Mais ils ont une culture démocratique. Donc je me demande par quelle alchimie on pourra contenir par les canaliser comme ça de force. Donc, probablement que va s'organiser une autre manière de voir. Ou tout simplement, aussi, ce qu'on peut se dire, c'est que le président ayant atteint son objectif, probablement va se dire à quoi ça sert de continuer par... Et c'est le second. Voilà, donc je vous dévance. Donc, toutes ces hypothèses sont valables et va peut-être essayer de revenir à la raison et de dévisser. Mais de toute manière, il y a parfois des actes posés qui seront très difficiles à corriger dans un court temps. Et donc, c'est un besoin politique, c'est un engagement sur le long terme qu'il faudra avoir. Et là, je ne compte pas tellement sur la politique des pays, mais beaucoup plus sur les institutions et aussi la société civile, tout l'orgue de ceux qui participent au troisième secteur, comme on le dit, qui aident les syndicats et tout, vont probablement aider à pouvoir rectifier le tir. Et donc, c'est pour cela qu'il va falloir, dans ce sens-là, reformer beaucoup d'institutions au niveau national pour essayer de donner la confiance au peuple et que la symbiose d'action démocratique puisse effectivement aider le Bénin à retrouver sa
noblesse. Aimé Adi, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes le directeur exécutif de Amnesty International Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va donc marquer une petite pause, le journal, et on revient pour Regard croisé.